Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous reprenons le chapitre de géographie sur un monde interdépendant et connecté que nous avions débuté avec une première vidéo consacrée aux migrations économiques. Deuxième volet aujourd'hui, la question du tourisme. C'est aussi une migration de personnes, mais on va le voir, très différente bien sûr. Il nous restera ensuite à parler des réfugiés, c'est-à-dire cette fois nous parlerons de migration forcée, des migrations contraintes que les gens ne souhaitent pas faire. Et puis nous terminerons ce chapitre avec la question du déplacement non plus des personnes mais des marchandises, avec ce que l'on appellera la maritimisation. Le tourisme est un enjeu mondial majeur. Il fait fonctionner les aéroports, il nécessite des infrastructures d'hôtellerie, de restauration, il déplace des millions de personnes. La France est un des premiers pays touristiques au monde et l'agglomération parisienne est un des principaux points de chute du monde pour les touristes. Nous débutons les activités avec une étude de cas, la ville de Venise. Venise est une ville très particulière. C'est une ville qui est constituée de plusieurs îles. On a ici un cadre exceptionnel auquel on peut ajouter un patrimoine culturel exceptionnel lui aussi. Une ville qui a été une des principales républiques du Moyen-Âge, qui étendait ses terres jusqu'à la mer Noire et bien au-delà, dont la flotte a pu régner sur une partie de la Méditerranée pendant toute la fin du Moyen-Âge et le début de l'époque moderne. Venise est donc une ville unique et qui a conservé de nombreuses traces de son passé. Pour comprendre le tourisme à Venise, nous allons utiliser deux mots très importants en géographie, la notion d'atout et de contrainte. Je rappelle qu'un atout signifie un avantage, une contrainte signifie une difficulté. Mais ces deux mots sont à chaque fois à comprendre en fonction d'un problème ou d'un objectif particulier. Dans le cas du tourisme à Venise, nous avons une ville dans laquelle il n'existe pas de circulation automobile. Les rues sont étroites, le plan en grande partie hérité du Moyen-Âge, donc toute circulation motorisée est quasiment impossible. Il n'y a pas de voiture à Venise, et du point de vue du tourisme, c'est en réalité une caractéristique exceptionnelle qui fait que les visiteurs sont heureux de se trouver dans une ville bien différente des autres. L'ensemble des transports est donc organisé sur des canaux. Pas seulement les traditionnelles gondoles qu'on peut voir sur les cartes postales et qui ne fonctionnent plus de fait que pour les touristes, mais aussi de véritables lignes de navires motorisés qui font l'équivalent des bus et qui ont des arrêts fixes que l'on peut prendre en achetant un billet ou un abonnement mensuel, même des bateaux collecteurs de poubelles qui viennent récupérer les déchets que l'on ne pourrait pas récupérer par un véhicule à moteur dans des rues parfois impraticables. Du point de vue des habitants, cet atout touristique peut facilement se retourner en contrainte. Au quotidien, un habitant de Venise n'aspire pas forcément aux mêmes choses qu'un touriste. Une ville sur des îles signifie, je le disais, un cadre exceptionnel. Mais ça signifie aussi que l'on ne peut pas construire de nouveaux logements, de nouveaux espaces très facilement, parce que de toute façon, on est limité par la taille de ces îles, elles-mêmes traversées par des canaux. Mais plus les touristes sont nombreux, prennent de la place, plus ils ont besoin d'être hébergés, d'être nourris, de chercher des boutiques particulières pour y trouver des souvenirs, de visiter des musées, des collections, des galeries d'art. Et plus la place coûte cher, même pour les Vénitiens eux-mêmes. Habiter Venise aujourd'hui, ville d'environ 50 000 habitants, coûte aussi cher que d'habiter à Paris. En réalité, une bonne part des gens qui travaillent à Venise n'y habitent plus. Habitant sur la côte un peu plus loin, ils prennent le train tous les jours parce qu'une gare atteint l'île principale, et de là, ils vont rejoindre leur lieu de travail, où ils accueilleront des visiteurs, et ils gagneront leur vie grâce à des activités liées à la présence des mêmes visiteurs, qui ont rendu impossible le fait pour eux de loger en ville. Atout pour le tourisme peut donc signifier en même temps contrainte pour les habitants. À travers différents exemples des documents du manuel, vous trouverez vous aussi normalement, assez facilement, plusieurs atouts de cette ville, plusieurs contraintes en même temps qui vont se poser, et toute la difficulté d'arriver à faire un dosage entre les intérêts des uns et des autres. La ville de Venise est emblématique de ce point de vue parce que la présence de nombreux touristes, par exemple au moment du carnaval de Venise, a depuis longtemps transformé cette ville en un véritable musée à ciel ouvert.
Mais la question se pose aujourd'hui, même dans de très grandes métropoles, et on peut citer par exemple l'apparition d'applications Internet qui permettent à des particuliers de louer leur logement directement à des touristes, le fait que des quartiers entiers de Barcelone ou de Paris se soient vidés de leurs anciens habitants, qui ne peuvent pas s'aligner sur les prix payés par un touriste pendant une semaine ou 15 jours, alors qu'eux comptent habiter à l'année. Pour revenir ensuite à un aspect plus général sur le tourisme, on peut se poser la question de qui sont ces touristes et où se rendent-ils. Vous verrez à travers la carte générale du manuel qu'en réalité, le tourisme concerne avant tout des gens aisés. Cela ne doit pas nous surprendre. En France, un des pays les plus riches du monde, on estime qu'il y a à peine plus d'un Français sur deux qui part en vacances régulièrement. À l'échelle du monde, ce sont donc essentiellement des touristes venus d'Amérique du Nord, d'Europe de l'Ouest, d'Asie de l'Est, qui se rendront dans des destinations qui seront majoritairement l'Amérique du Nord, l'Europe de l'Ouest et l'Asie de l'Est. Mais il existe naturellement aussi d'autres destinations. Certains pays ont même fondé leur développement sur le tourisme. Je pense par exemple à la Tunisie, qui dispose de l'atout de se trouver à proximité géographique de ces touristes européens à la recherche par exemple de stations balnéaires, et qui, avec des salariés payés beaucoup moins cher que dans l'Union européenne, pouvait afficher des tarifs largement inférieurs. Mais le tourisme est une activité qui nécessite en réalité beaucoup de paramètres différents. Du point de vue de l'équipement, il faut bien sûr des aéroports, des routes, des axes de transport, des hôtels, des restaurants et des lieux à visiter. Que ce soit des musées, des lieux historiques, on parlera de tourisme culturel, que ce soit des plages, le tourisme balnéaire, la montagne, ou que ce soit des espaces naturels comme les grands canyons américains, les parcs naturels comme Yellowstone qui sont connus dans le monde entier. Mais tout cela ne suffit pas. Il faut aussi que les touristes se sentent en confiance. De ce point de vue, et sans même parler de la pandémie actuelle qui évidemment ramène l'activité touristique à un niveau presque nul, je peux repenser à l'exemple tunisien dont je parlais juste avant. En 2011, le dictateur Ben Ali, qui régnait sur le pays, est chassé par les protestations de la population. Mais l'instabilité politique du pays fait craindre à de nombreux touristes le fait de passer un séjour dans un pays dont on ne sait pas qui va le gérer. La Tunisie démocratique, qui fait suite à la dictature, a plus de mal à convaincre les touristes de venir sur place que la dictature de Ben Ali, qui bien sûr était sans pitié avec ses propres habitants, mais qui se gardait bien de menacer en quoi que ce soit les touristes étrangers qui venaient séjourner dans le pays. À cela s'ajoutent de nouvelles difficultés pour le tourisme. Même s'il ne concerne qu'une partie de la population mondiale, plus aisée que la moyenne, le tourisme est véritablement devenu, à la fin du XXe siècle, un tourisme de masse. C'est-à-dire que des millions de personnes peuvent se rendre quelque part pour cette activité. Non seulement les habitants, comme on l'a vu dans le cas de Venise, vont en pâtir, mais c'est même l'environnement qui peut être atteint. Besoin en eau, pollution par les déchets laissés dans des espaces naturels, grottes préhistoriques qui se dégradent du fait de la simple respiration des visiteurs dans des lieux clos. Les lieux les plus touristiques ont pu avoir parfois une mauvaise réputation auprès d'une partie des visiteurs potentiels. Se développent alors de nouvelles formes de tourisme. En nombre, elles toucheront beaucoup moins de personnes et de visiteurs. Par contre, elles peuvent rester rentables si, par exemple, ces mêmes visiteurs sont prêts à dépenser une somme d'argent beaucoup plus importante. Je vais donner l'exemple bien particulier des croisières polaires. Il s'agit donc de louer une cabine dans un bateau de grande taille, capable de briser la glace, et de se rendre très au nord, par exemple le long des côtes du Groenland. Ces croisières permettent d'admirer des animaux marins plutôt rares comme les baleines ou des ours blancs, mais contrairement aux bateaux de croisière classiques, ils ne disposeront pas évidemment d'une piscine extérieure du fait d'un environnement beaucoup moins favorable. Le nombre de bateaux équipés et de clients potentiels est beaucoup plus faible que pour les croisières qui se font essentiellement dans la mer Caraïbe ou dans la Méditerranée. Mais quand on songe que le prix d'une telle croisière peut parfois avoisiner 30 000 euros, on a là un autre modèle de développement de tourisme vers des lieux plus reculés,
toucher moins de visiteurs, mais le faire à un prix complètement différent. Merci de votre attention et bon courage à tous pour la suite des activités.